Bonjour les amis, je sais pas vous, mais moi ça me fait flipper ce qui se passe avec les orques depuis quelques années. Et comme je n'aime pas ne pas comprendre, j'ai décidé de faire une enquête à ce sujet. Après plusieurs mois de recherche, je peux enfin la partager avec vous. Dans cette enquête, je vous emmène à la rencontre des orques pour mieux les connaître et essayer de comprendre pourquoi ils s'en prennent aux bateaux. Comment se passent et où se situent ces interactions. Quel bilan les spécialistes font-ils de ces confrontations? Et enfin, que faut-il faire en cas de rencontre et est-il possible de les éviter? Allez, on y va. L'orque ou épaulard n'est pas une baleine mais un dauphin. C'est d'ailleurs le plus grand membre de la famille des delphinidés, pouvant atteindre une taille de 8 mètres et un poids de 6 tonnes. Vivant en groupes familiaux pouvant aller de 3 à une trentaine d'individus, ce cétacé se nourrit en suivant les bancs de poissons. Si son faciès et sa silhouette lui donnent un air inoffensif, il n'en demeure pas moins un prédateur intelligent et redoutable, capable de chasser toutes sortes de proies, avec des techniques de chasse des plus perfectionnées. Sur la côte ouest américaine, il chasse la baleine et même le grand requin blanc. En Argentine, il se laisse échouer sur les plages pour attraper les otaries. Près des pôles, il est capable de briser la glace pour attaquer phoques et manchots. Bref, c'est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, doué d'une redoutable intelligence. Il n'y a pas de cas d'attaque mortelle avérée sur l'homme dans son milieu naturel, et il arrive même que certains individus recherchent ponctuellement la compagnie des humains. L'orque est un animal sociable et très curieux. L'homme et ses diverses inventions flottantes semblent être un sujet d'étude passionnant pour nos cétacés. Les rares accidents rapportés sont plutôt liés à la maladresse d'un individu curieux s'approchant trop près d'un plongeur, kayakiste ou nageur. Quand l'occasion se présente, l'orque n'hésite pas à se servir de nous pour faciliter sa chasse. Entre mai et septembre, au nord du Maroc, certains se servent directement aux lignes des pêcheurs locaux venus pêcher le thon rouge. Les orques mises en cause dans les attaques appartiennent aux populations d'orques de l'Atlantique, et plus particulièrement à une sous-population appelée orques du détroit de Gibraltar et du golfe de Cadix. Leurs plus proches parents seraient des individus observés sporadiquement dans les îles Canaries, et ils sont génétiquement isolés des individus habitant les zones norvégiennes et islandaises. C'est une très petite sous-population menacée et protégée. Si pour l'heure, les chercheurs s'interrogent encore sur la motivation de ces mammifères marins à attaquer les bateaux, certains avancent néanmoins l'idée encore spéculative que ces attaques pourraient être dues au stress engendré par la reprise des activités humaines post-Covid. Quant à Ken Balcombe du Centre de recherche sur les baleines de Washington, il soupçonne ces orques menacés d'extinction d'avoir notamment pris conscience que les pêcheurs étaient bel et bien des concurrents directs pour la chasse au thon, leur principale source de nourriture dont les populations sont de plus en plus réduites. Il explique également que les pêcheurs blessent parfois les orques avec leurs lignes. De plus, rappelons que le détroit de Gibraltar est une voie maritime très fréquentée. Certes, les orques de la région sont habitués à vivre dans ces eaux particulièrement bruyantes. Néanmoins, il est possible que l'absence de bateaux de pêche et autres ferries maritimes inhérents à la pandémie du Covid-19 ait permis à ces animaux de trouver un peu de tranquillité. Le redémarrage de toutes ces activités a peut-être fait naître une certaine animosité des orques envers les hommes. Mais ceci ne reste que spéculatif. Chez les orques, le mimétisme est un réflexe et il est l'outil principal de l'apprentissage. Il se peut qu'un seul individu ayant développé une certaine agressivité suite au traumatisme lié aux humains ait influencé ses congénères. Profitant du confinement pour investir la côte ouest du Portugal, il aurait ainsi pu répandre cette fâcheuse habitude au sein d'autres groupes locaux. D'autres théories avancent que certains groupes ont profité de l'absence de bateaux pour faire de cette zone leur lieu de mise bas. Très protecteur envers les jeunes, il verrait d'un mauvais œil l'arrivée d'intrus. Néanmoins, si un animal de cette taille voulait réellement attaquer un bateau, il n'aurait aucun mal à le couler. Effectivement, nous parlons ici d'un groupe d'une dizaine d'individus capables de casser la glace et même de tuer des baleines. D'autres scientifiques émettent l'hypothèse que les orques aiment la pression de l'eau produite par l'hélice d'un bateau
et qu'ils adorent sentir les remous provoqués par l'hélice dans leur museau. Aussi, lorsqu'ils rencontrent un voilier dont le moteur ne tourne pas, ils sont un peu frustrés et se vengent sur le gouvernail. Une explication que soutient Jared Tower, directeur du Centre de cétologie de la baie, une organisation de recherche en Colombie-Britannique. Une autre hypothèse de Jared Tower serait que ces attaques ne soient qu'un jeu mené par quelques mâles juvéniles turbulents. Ces jeux s'imposent parfois quelque temps avant de disparaître. La société orque fonctionne beaucoup par mode. Par exemple, dans les années 90, les épaulards s'amusaient à tuer une proie et à nager avec elle sur la tête. Ça les a amusés un temps et puis ils sont passés à autre chose. La localisation des attaques et les dates de celles-ci sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des interactions. Sur cette photo satellite, nous voyons clairement que celles-ci vont du détroit de Gibraltar au golfe de Gascogne. La raison en est que les orques suivent les thons au printemps dans leur migration reproductrice vers la Méditerranée. Février à juin, région sud Espagne, détroit de Gibraltar, Portugal. Puis, ils attendent le départ des poissons déjà reproduits qui font route vers l'Atlantique Nord en été. Ils longent les côtes du Portugal et se dirigent vers le nord et l'ouest, certains d'entre eux vers le golfe de Gascogne, mais personne ne sait où ils passent l'hiver. Alors comment se passent les interactions? Nous allons voir ça grâce au super dessin que nous a fait Vincent Hoppe, illustrateur entre autres de Damien, l'empreinte du vent. Dans de nombreux témoignages, il a été rapporté que les épaulards commencent par s'approcher pour observer. Puis, ils viennent se frotter à la coque et commencent à la pousser. Quelquefois, ils font pivoter le bateau sur lui-même. Le safran, semble-t-il, est pour eux l'endroit idéal pour agir sur la coque, celui-ci placé à l'arrière, facilitant la poussée et le pivotement du bateau. Après un temps plus ou moins long, les orques se désintéressent du bateau et repartent. Il est à noter que ces actions ont été observées navire en mouvement ou à l'arrêt. Alors pour faire le bilan de ces interactions, je me suis appuyé sur plusieurs sources. Une surtout est très bien faite. C'est le groupe de travail sur les orques de l'Atlantique. Je vous conseille d'aller le consulter si vous souhaitez approfondir le sujet ou pour signaler une interaction ou consulter celles qui ont déjà eu lieu. Avec ce tableau, nous voyons que la taille moyenne des bateaux impliqués en 2020 et 2021 était de 12 mètres. Bien qu'il existe des différences selon chaque type de bateau, dans le cas des voiliers, ils avançaient à une moyenne de 5 nœuds et ils naviguaient parfois à la voile et parfois au moteur. En ce qui concerne la couleur des antifoulings, aucune différence n'a été notée puisque toutes les couleurs de coque ont été observées lors de ces interactions. La plupart des bateaux avec lesquels ont interagi les orques sont des voiliers, aussi bien des monocoques, 72%, que des catamarans, 14%, même si les interactions avec les bateaux à moteur, 6%, et les semi-rigides, 5%, les bateaux de pêche, à peine 3%, ont également été enregistrés. De tous les voiliers, le type de safran le plus répandu était le safran suspendu, dans 67% des cas. C'est le plus faible puisqu'il est normalement composé de 2 plaques jointes remplies de polyuréthane sur une mèche qui va au milieu de la lame, toujours avec des renforts mais n'atteignant pas son extrémité. Suit enfin le safran sur skeg, dans 23% des cas. C'est un safran tenu entre 2 points d'appui solides, mieux protégés et moins vulnérables qu'un safran suspendu. En ce qui concerne les dommages dus aux interactions avec les orques, nous voyons sur ce tableau, si on prend pour simplifier que les chiffres les plus récents, soit ceux de 2021, que 11% des skippers impliqués n'ont pas répondu au questionnaire. Pour les autres, ils sont 49% à avoir subi des dommages. Et pour 40% d'entre eux, les interactions n'ont eu aucune conséquence. Et parmi ceux qui présentaient des avaries, 61% étaient des dommages mineurs. Et bien qu'ils soient de nature différente, ils n'ont en aucun cas gêné la navigation. Cependant, 40% des autres interactions avec avarie ou dysfonctionnement ont été considérées comme graves. C'est-à-dire qu'elles ont empêché la navigation et les bateaux ont dû être remorqués. Elles consistaient à de petites défaillances d'engrenage interne qui empêchaient la rotation normale du gouvernail et par conséquent la manœuvrabilité du navire. Et des gouvernails cassés sont les cas les plus graves enregistrés. Si l'on estime le nombre d'avaries graves, c'est-à-dire celles qui ne permettent pas la navigation, par rapport au nombre total d'interactions, seulement 35 bateaux sur 167 n'ont pas pu continuer leur route après leur rencontre avec les orques. Une référence externe pour le nombre d'incidents peut être les mini-transatlantiques en solitaire.
dans laquelle au moins 90 bateaux ont navigué dans les eaux galiciennes du 28 septembre au 4 novembre, coïncidant avec la remontée vers le nord des épaulards. 4 bateaux de la course ont été en interaction et un seul d'entre eux a été significativement endommagé. Maintenant, si nous étudions les conséquences des interactions sur la mise à l'arrêt ou non des bateaux, les résultats font apparaître que sur l'ensemble des bateaux étudiés, ils se sont divisés en parts pratiquement égales, pour ce qui est de stopper ou pas. Nous voyons qu'il existe un taux d'avarie moindre, 51% pour les bateaux qui stoppent contre 55% pour ceux qui continuent leur route. Quant aux avaries graves, ils sont de 24% pour les navires stoppés et de 31% pour ceux qui se font route. Bien que les différents cas ne montrent pas de différence significative, c'est-à-dire qu'en arrêtant le bateau et en gardant son calme, le bateau peut être à la fois endommagé et non endommagé. Mais lorsque le bateau n'est pas arrêté et que le comportement est renforcé positivement avec la vitesse, il semble plus probable que le bateau se retrouvera avec des dommages plus graves. Quant aux différentes techniques utilisées par les équipages pour essayer de dissuader les orques lors des interactions, entre autres l'utilisation de fusées, d'huile, de gasoil, de pierres, voire même dans certains cas de crier ou de vidanger les eaux noires, rien ne semble avoir eu d'effet significatif et elles peuvent même avoir eu des effets contre-productifs et dangereux. Seul le fait de mettre le bateau en marche arrière et de faire des cercles, si la mer le permet, semble avoir eu des effets positifs. D'après la page Facebook d'Orca Attack Reporting, cette page recueille les témoignages des plaisanciers qui ont croisé les orques et leur permet de partager l'expérience de ces interactions, ce qui donne de précieuses informations aux autres marins pour s'informer des actions qui ont fonctionné ou pas et d'essayer d'éviter les zones où se produisent ces rencontres. Pour en finir avec les techniques de dissuasion utilisées par les plaisanciers, voici un tableau où l'on voit que 18% des 148 navigateurs pris en compte dans l'enquête ont employé au moins une des techniques vues précédemment. Sur ces 18%, 32% s'en sont tirés sans dommage, contre 37% pour les autres. Quand on étudie l'ensemble des dommages, nous voyons que sur les 63% de bateaux endommagés sans technique de dissuasion, 42% avaient de graves dommages contre 26% pour les autres. Le meilleur résultat obtenu dans un deuxième temps par le groupe des dissuasifs est peut-être dû à la technique de la marche arrière. À voir. Alors que faire en cas d'attaque? Là encore, on a vu qu'il existe différentes opinions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Cependant, les autorités recommandent d'affaler les voiles, d'arrêter le moteur, de couper l'électronique, sauf la VHF bien sûr, et de laisser le gouvernail libre. De rester hors de leur vue, de ne pas leur lancer de projectiles, ni essayer de les repousser avec des gaffes ou harpons ou toute autre chose. Le groupe de travail sur les orques de l'Atlantique a mis en place un protocole de sécurité en cas d'interaction avec les orques, que vous trouverez facilement. Il est recommandé à tous les navigateurs d'appliquer ces consignes. Mais la question que tout le monde se pose est-il possible d'éviter la rencontre avec les orques? Dans le cas des IMOCA, par exemple, on a étudié et testé un système plus axé sur la prévention des collisions avec les cétacés plutôt que sur la prévention d'une attaque. Il s'agit essentiellement de l'installation d'un pinger à l'avant du bulbe qui émet des fréquences censées éloigner les cétacés. En effet, les pingers sont des émetteurs de fréquences dont les émissions sont inférieures à 150 décibels. Les cétacés ressentent une douleur lorsque les émissions sonores dépassent 20 kHz et ont un effet répulsif entre 30 et 160 kHz. Mais pour les navigateurs que nous sommes, le plus efficace semble de se renseigner sur les attaques au jour le jour et d'éviter ces zones d'interaction. Les meilleurs outils pour obtenir ces renseignements sont le site d'Orca Atlantica qui présente une carte des interactions avec les bateaux et la page Facebook d'Orca Attack Reporting où les navigateurs signalent toute rencontre avec les orques. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Alors vous retrouverez toutes les sources qui m'ont servi à cette enquête dans la description. Alors n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me lâcher un petit pouce. Si ce genre d'enquête vous convient et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas de me le dire également dans les commentaires. Et puis si vous voulez faire grandir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet d'avoir un peu plus de poids dans les recherches. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et enfin, pour finir, n'oublions pas que même si les orques ont un comportement effrayant, ce sont des animaux sauvages qui obéissent à leur instinct.
et que notre ingéniosité nous a permis de pénétrer leur territoire. À nous de faire que notre intelligence nous permette de le partager en harmonie avec eux. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon vent.